Ma vocation, c'est d'être officier de marine, pilote de chasse. C'est un métier où on vit avec la peur. En tout cas, ceux qui prétendraient le contraire sont des menteurs. De tous mes séjours en Afrique, il y a plusieurs images qui me restent. Les premières images, elles ont trait à ces bateaux de guerre qui faisaient des escales, des petits, des moyens, des escorteurs rapides ou des escorteurs d'escadre, que je trouvais absolument extraordinaires. Et puis la deuxième image, c'est celle de cet hydravion dont mon oncle et parrain était commandant de bord et qui était venu se poser dans la rade de Pointe-Noire où nous habitions. Et bien sûr, on avait assisté à l'amérissage. Cet avion était tombé en panne, il était resté pendant 3 semaines, je crois, en rade de Pointe-Noire, ce qui nous avait donné l'occasion finalement de faire beaucoup de choses avec cet équipage. Il faisait beaucoup la fête, il faisait de la voile, il m'avait fait faire de la voile à cette occasion, et c'est le premier contact un peu prolongé que j'ai eu donc avec des marins en activité. J'avais 7 ans, et ça marque beaucoup, ça marque beaucoup. Et je pense que à partir de ce moment-là, j'avais une ferme résolution de devenir officier de marine. En juin-juillet 1977, la marine m'a envoyé faire un stage de 2 mois sur un escorteur de la marine américaine, de la 6e flotte américaine qui était en Méditerranée. Et donc je suis parti à Kalamata pour trouver cet escorteur qui s'appelait le USS John King, sur lequel j'ai embarqué et sur lequel donc j'ai fait ma première expérience donc dans la marine américaine. Et donc j'assistais nuit et jour à ces appontages avec ce bruit des réacteurs, ces gerbes d'étincelles quand ils appontaient. Je trouvais ça absolument effrayant. Et en assistant soir après soir à ces opérations, je me disais mais je ne serais jamais capable de faire un truc pareil. Quelques années plus tard, après avoir fait mon parcours donc, de pilote de chasse, j'ai été envoyé aux États-Unis en échange. J'ai apponté sur l'Independence. On m'a invité à aller me présenter au commandant du porte-avions, qui était à sa passerelle. Donc j'étais en tenue de vol, je monte, je me présente, et je me retourne, et il y avait un escorteur qui suivait le porte-avions. Et j'ai demandé au commandant, mais quel est le nom de l'escorteur qui suit? Et le commandant m'a dit, c'est le USS John King. C'est un de ces moments, vous savez, qu'on a dans sa carrière où on se retourne et on mesure le temps parcouru. Et effectivement, donc, je me suis remémoré toutes ces nuits que je passais à observer ces pilotes où je pensais franchement qu'ils étaient complètement cinglés et que c'était un métier que je ne pourrais jamais faire. Et j'y étais. J'étais donc au nord de l'Écosse. On savait que le porte-avions, qui devait être le Clemenceau, opérait dans les parages. Nous étions donc élèves à l'école navale, nous tenions donc la formation en apprenant à faire le quart, et on espérait beaucoup avoir une occasion d'apercevoir ces bateaux de guerre en exercice et, si possible, les avions. En formation, je m'appliquais à tenir la formation avec le bateau qui était devant, et j'ai entendu des cris, et tout le monde se retournait, je me suis retourné aussi, et là j'ai vu arriver 4 avions, des étendards et des croisades, qui ont plongé dans le fjord dans lequel nous étions, et qui ont remonté notre ligne de bateau au ras des mâts, très vite, et j'avoue que j'ai eu un choc en les voyant, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je me disais, c'est quand même trop bête, je ne voulais pas être pilote, et là, avec cette, je dirais, révélation à l'occasion de ce passage d'avion de chasse, qui m'a vraiment, même physiquement, ébranlé. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Voler dans l'US Navy sur d'autres types d'avions en matière d'aviation embarquée, c'est quand même le nec plus ultra, c'était extraordinaire. Et nous étions bien sûr plusieurs camarades volontaires pour y aller, et j'ai été sélectionné, et pour moi ça a été,
je dirais, une étape très importante de ma carrière. Et j'ai passé presque 3 ans aux États-Unis, complètement immergé dans une flottille qui a été engagée au combat. Et c'est la première fois que finalement l'US Navy était réengagée dans des opérations militaires depuis la fin du Vietnam. Donc j'ai été au bon moment, je dirais, au bon endroit pour reprendre des opérations réelles avec l'US Navy. Et le 4 décembre 1983, avant le lever du jour, on a donc été envoyé aux avions. Le ciel était limpide. Il y a beaucoup d'avions qui ont été catapultés. Il y a 2 porte-avions américains qui ont été engagés. Donc un total de plus de 50 avions qui se sont rassemblés au large des côtes de Beyrouth. Et c'est à ce moment-là, moi, que j'ai été catapulté. On a vu des petites plumes monter et j'ai réalisé à ce moment-là que c'était des missiles, des vrais missiles. Et le ciel s'est rempli de missiles, parce qu'il y a plus de 50 missiles qui ont été tirés en moins de 10 minutes. Il y a eu beaucoup de communication à la radio, des pilotes qui ont été obligés donc, de faire des manœuvres évasives pour éviter les missiles. J'ai entendu donc, mon pacha, mon pacha de flottille, crier « break gauche, renverse, renverse ». À ce moment-là, il y en a un qui a été touché. J'ai entendu le CAC dire je vole encore, j'essaye d'aller jusqu'à la mer ». Son avion partait en barrique, donc il perdait le contrôle, et paf, il s'est éjecté. Donc moi je me suis dit, ok, ça c'est première éjection, c'est pour moi. Mon pacha, lui aussi, avait été touché par des éclats. Et à ce moment-là, j'ai entendu un deuxième avion, qui était le commandant second de ma flottille, Les Capel, qui lui aussi a été touché par un missile. Donc tout ça commençait, si vous voulez, je dirais, à s'animer beaucoup. Et j'ai vu à ce moment-là une boule de feu devant moi. Je n'ai pas réalisé tout de suite que c'était un avion. J'étais obnubilé par, finalement, le fait qu'il y avait eu des éjections et qu'il fallait que je trouve la zone où ça s'était produit. Et à ce moment-là, j'ai entendu « tout le monde rentre, il n'y a pas d'éjection, il n'y a pas d'éjection ». Le prix a été élevé, puisqu'on a perdu donc un pilote. Les autres, en tout cas le CAG qui s'est éjecté, on l'a récupéré. On l'a récupéré dès le soir même. Et donc, bon, on a perdu effectivement 3 avions en tout. Tous les objectifs ont été atteints. Le signal politique a été donné. En tout cas, moi, il ne me semble pas que, si vous voulez, cet avertissement très sévère qu'ont donné les Américains n'avait pas été entendu. Au mois de juillet 1987, mon meilleur ami, avec lequel je venais de faire une croisière en bateau à voile, peu de temps avant le déploiement du porte-avions, s'est tué à l'appontage de nuit, en super-étendard, et il était le commandant de la flottille 11F, qui était la flottille 11F, c'est la première flottille de l'aviation embarquée, c'est la flottille nucléaire, c'est une très grosse unité qui à l'époque comptait une vingtaine de pilotes, plus de 15 avions. J'étais présent, j'ai assisté à son crash. J'ai été convoqué par l'amiral qui était à bord, qui m'a dit que le chef d'état-major de la marine voulait me parler. Ce qui est très surprenant, si vous voulez, quand moi j'étais jeune capitaine de corvette, 33 ans, j'ai aucune raison que le chef d'état-major de la marine m'appelle, surtout en mer, comme ça. Et effectivement, il m'a dit au téléphone, voilà, on va vous donner le commandement de la flottille 11F pour remplacer donc, votre camarade François Barthès. Et j'avoue que sur le moment, c'est comme, je l'ai ressenti comme une douche froide. Je ne l'avais absolument pas anticipé. Donc c'est ce qui s'est produit. Et donc j'ai pris le commandement de cette unité à 33 ans, beaucoup plus tôt qu'anticipé, que prévu, sans même avoir été seconde flottille. Et je dirais que ça a été à la fois un grand défi, et puis un élément d'accélération incroyable de ma carrière, parce que malheureusement, à l'issue, malheureusement parce que j'aurais bien voulu continuer longtemps à piloter, mais à l'issue de ce commandement, qui a duré 2 ans, j'ai passé le relais à un autre commandant qui a pris ma suite, et je suis allé donc faire autre chose. Et c'est comme ça que ma carrière de pilote de chasse, au fond, s'en est trouvée raccourcie.
Et j'aurais beaucoup aimé, moi, en faire plus. Et j'en garde encore une très grande nostalgie. J'ai quitté l'uniforme en 2012 pour peut-être pour 3 raisons. J'étais donc représentant de la France au comité militaire de l'OTAN et de l'UE, où les seuls postes auxquels j'aurais pu prétendre à ce moment-là, compte tenu de mon grade, de mon ancienneté, étaient des postes qui étaient pourvus. Les chefs d'état-major étaient en place, je n'avais pas de possibilité, si vous voulez, d'avoir un poste. La deuxième raison, c'est qu'il y avait donc une alternance politique qui se préparait. J'ai eu aucun contact avec l'équipe de M. Le Drian, qui se préparait, si vous voulez, à prendre le ministère de la Défense. Et donc je me suis dit, bon, si je n'ai pas de contact, c'est que je ne serai pas parti finalement de leur équipe. Donc je l'ai pris comme un signal un peu négatif. Puis la troisième raison, qui est la principale, c'est que M. Louis Gallois, qui était le président de EADS, qui m'avait connu à l'époque où j'étais chef de cabinet militaire donc, à Brienne, m'a téléphoné en disant « J'ai entendu dire que vous quitteriez éventuellement l'uniforme. Sachez que si vous quittez l'uniforme, j'ai un poste pour vous. » J'allais chez EADS, où je vis, où j'ai cette chance de vivre finalement une nouvelle passion. Enfin, c'était extraordinaire d'avoir cette occasion d'aller dans un grand groupe industriel comme conseiller défense, voir un monde complètement différent, un monde qui gagne et qui est, si vous voulez, dans une palette d'activités absolument incroyable, puisqu'ils font des avions, des hélicoptères, des satellites, des fusées, des missiles, enfin tout, quoi. C'est extraordinaire. La première fois qu'il me l'a exprimé de façon très très claire, c'est quand il était en terminale, où en particulier il m'avait dit qu'il voulait aller tout de suite dans les commandos marines. Et donc le plus important pour moi, c'était de m'assurer de sa motivation. Parce que je pense que, comme la spécialité que j'avais choisie, celle de pilote de chasse, une des clés pour passer toutes ces épreuves, c'est la motivation. Et c'est une motivation qu'il faut entretenir au gré, je dirais, des étapes successives qu'on franchit. On n'a pas la même motivation quand on rentre à 18 ans que quand on a 30 ans ou 40 ans. Il faut entretenir sa motivation, la faire évoluer en quelque sorte. La formation est très longue, elle est très difficile, on se remet en cause tous les jours. On avale des couleuvres, vous ne pouvez pas imaginer. Je pense que les commandos marines, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, on partage ça. Et je sais que donc il a choisi effectivement un métier qui est très différent, mais qu'il vit avec passion et avec une motivation justement bien éprouvée. Ça vous rend fier? Très fier, très très fier. Je vous remercie. Je vous en prie. Infiniment.